La croisade giranite. Le contingent giranite de la croisade de la comète quitta Ameraules-Gira et plongea dans le bourbier des étendues sauvages de Verdia. Battus par la pluie et harcelés par des nuées d'insectes, les soldats affrontèrent des dangers différents de leurs homologues d'Akshi, mais non moins mortels. Tandis que la colonne blindée de l'expédition d'Akshi déployait toute la puissance de feu d'une croisade éophore, les troupes de Verdia adoptaient une approche plus mesurée. Ce pragmatisme était nécessaire. Si la formation castellaine restait une tactique vitale dans l'arrière-pays des royaumes de Jade, la végétation excessive annulait l'avantage offert par une masse de batteries d'artillerie sous de fer. La force de l'expédition giranite résidait dans ses effectifs quasiment inépuisables, car la cité-jardin de Ameraules-Gira pouvait recruter ses soldats dans une population qui se reproduisait à une vitesse impressionnante. L'officier, à la tête des Giranites, était la maréchale vétérante Isilla Torian, une stratège respectée ayant combattu sur tout le continent de Verdia pour sa cité natale. Si Verda et ses officiers subalternes favorisaient la vitesse et l'agressivité, la maréchale Torian préférait planifier une avancée régulière. Pour cela, elle pouvait compter sur les conseils de son corps d'éclaireurs et sur le cercle de Vertunique, un cadre de mages de bataille de Jade, chevronné qui connaissait les caprices de Giran mieux que personne, sinon les elfes des forêts profondes. L'approche méthodique de Torian et son respect pour les dangers de Giran étaient souvent vus comme des précautions inutiles par ses pairs de l'Aride. Mais l'égard de la vieille maréchale pour les saisons capricieuses des royaumes de Jade s'était avéré vital dans les campagnes contre les hordes de Nurgle. Les formations mortelles de Torian et ses troupes auxiliaires étaient soutenues par un contingent de rédimés mené par le chevalier Venator Tornus, des chevaliers sanctifiés. Ces éternels de l'orage, inhabituels, venant pour l'essentiel du même hoste de l'orage que leur chef, avaient combattu de leur vivant pour le chaos, mais leur corruption avait été effacée par un coup de Gal Maraz, le marteau de Sigmar. Ils cherchaient désormais à expier leurs crimes par leurs loyaux services. La route que suivaient les croisés giranites les envoyait vers le nord des vastes étendues de Verdia à travers des forêts, des marais étouffants et des ruines pestilentielles des terres scabreuses. Avec la bénédiction du dieu roi, ils pourraient ensuite franchir le défilé de l'Encolure, un isthme étroit reliant le continent de Verdia à la péninsule la plus au nord. Ils pourraient alors y poser les premières pierres de ce qu'ils espéraient voir devenir une grande cité sur la côte du golfe des Épines, une tête de pont pour renforcer l'emprise de Sigmar sur l'éternel renouveau. Mais bien avant qu'ils atteignirent leur destination, ils devraient traverser le palude de Cornemousse, une région habitée par les adorateurs du dieu de la peste. Les croisés titubèrent en jurant dans les bourbiers, leur arrivant jusqu'aux genoux, et les parterres de lianes épineuses dont ils ressortaient couverts de sangsues grosses comme leurs pouces. La pluie tombait en trombes incessantes qui martelaient la peau exposée et provoquaient des inondations éclairs d'eau crasseuse qui emportèrent de nombreux éophores. Cette mousson était le produit du duel diluvien, tentative de la reine éternelle de noyer le déluge maléfique du dieu de la peste. Mais dans le palude de Cornemousse, les efforts d'Alariel semblaient vains. Tandis que les colonnes d'Éophore luttaient contre ce climat, un bourdonnement éclipsa le martèlement de la pluie.
Des nuages émergèrent les silhouettes bouffies de mouches à peste, et des insectes démoniaques fondirent pour emporter les éophores isolés, tandis que leurs cavaliers rouillards tranchaient têtes et membres de leurs faux corrodés. Ces premières victimes de l'exposition guiranite périrent à la forêt de Verdia sans avoir pu faire feu de leurs fusils. Plutôt que la peur, ce fut la colère qui prit leurs camarades, qui s'accroupirent derrière leurs pavois de chêne-fer et répliquèrent de leurs mousquets. Plusieurs créatures furent abattues par ces tirs, mais le gémissement humide de corps de guerre annonça la charge de l'infanterie de Nurgle sous la bannière des Fils bénis, ainsi qu'une horde de porte-peste. Quelque chose de plus hideux encore se profilait derrière la horde fétide, un grand immonde, traînant un enchevêtrement de chaînes couvertes de pus et brandissant une lame longue comme un chariot. Le bourdonnement des mouches volant autour de sa silhouette formait un mot. Slorpolax. De nombreux éophores perdirent l'esprit à la vue de cette manifestation bouffie de la puissance de Nurgle et s'arrachèrent les yeux ou vomirent avant de s'évanouir sous le choc. Des boulets de canon s'enfonçaient sans dommage dans le ventre de Slorpolax, tandis qu'il écrasait les formations castellaines, broyant les soldats sous ses replis de graisse puante. De nombreux éophores fuirent de terreur. Pendant un instant, il sembla que la bataille allait être perdue. Mais les Rédimés s'avancèrent, et ils savaient mieux que n'importe quel champion de Sigmar comment combattre les démons. Les Vindictors plongèrent leurs lances dans les entrailles du monstre, tandis que les Prosécutors lançaient leurs javelines vers sa tête depuis le ciel. Si leurs armures n'offraient que peu de protection contre la lame colossale de Slorpolax, les Éternels ne faiblissaient pas. Tandis que le démon envoyait ses chaînes vers le haut pour abattre les Prosécutors, Tornus tira une flèche chargée de la magie d'Azir dans son aisselle pour atteindre son cœur semblable à un furoncle. Après un instant de répit, effroyablement long, dans un gargouillis pathétique suscitant une étincelle de regret chez nombre d'éophores, Slorpolax s'affaissa au sol et son corps se décomposa en 7 soupirs. Avec la mort de Slorpolax, l'embuscade fut repoussée, et les putrescents se retirèrent vers le palud de Cornemousse. Certains cavaliers des guildes franches tentèrent d'abattre les fuyards, mais la maréchale Dorian ordonna le regroupement. Elle refusait de risquer ses meilleurs guerriers sur un territoire favorisant l'ennemi. L'expédition avait été suffisamment retardée et subi assez de pertes. Cochon de guerre. Après des jours de marche éreintante dans la nature détrempée et corrompue par Nurgle, les croisés de Thorian atteignirent la frontière de la foulée d'Eigal, une étendue brumeuse de prairies qui constituait la prochaine étape de leur périple à travers l'éternel renouveau. La croisade de Ghiran sortit des ombres du palud de Cornemuse, éreintée et ensanglantée, mais brûlante d'envie d'avancer. Leur victoire contre les adorateurs de Nurgle avait ravivé un moral déclinant, et après l'humidité étouffante des marais, les soldats étaient ravis de s'aventurer dans la foulée de l'Eigal, noyés dans la brume. Il leur faudrait traverser des prairies pour atteindre leur prochain arrêt, le complexe militaire de Fort Gardus, tenu par les chevaliers sanctifiés sous le commandement du légendaire Gardus, âme d'acier. Les croisés pourraient s'y reposer et renouveler leur serment au pied des nombreux autels de Sigmar du lieu. Les blessés et les malades de l'expédition pourraient peut-être aussi être soignés par les fameux guérisseurs des chevaliers sanctifiés. Mais le destin leur réservait d'autres défis.
Le premier signe du désastre qui attendait la maréchale Toriane et ses soldats fut le tremblement furieux du sol, qui fit s'envoler, en pépillant, des volées d'oiseaux aux ailes d'émeraude. L'inquiétude s'empara des rangs. Les épais pans de brume tourbillonnante, aussi impénétrables que la fumée de poudre noire, empêchaient les éclaireurs de signaler ce qui approchait. D'ailleurs, la plupart de ces malheureux avaient déjà succombé, piétinés par les sabots rageurs des monstres qui se ruaient vers la colonne en progression des éophores. Monté sur plusieurs tonnes de chair porcine puante et de fer martelé, le Krobos Oruk Krasog Hornsplita éboula à travers les plaines de Verdia en quête d'un truc qui valait la peine d'être démoli. Sa ruée et lui avaient atterri en Guiran en franchissant une porte de royaume quelques jours plus tôt. Et s'ils avaient déjà massacré leur lot de bêtes prédatrices, cet accès de violence anecdotique ne pouvait apaiser l'appétit destructeur d'un véritable mâche-fer. Les gars de Hornsplita étaient tous montés et avaient laissé derrière eux semblables à pied avec l'allié de Krasog, le colérique Zogrok, Anvil Smasha. La plupart chevauchaient des grogneurs notoirement dangereux, mais le Krobos et ses plus fidèles brutes montaient des gueules qui crognent, des sangliers musculeux, impossibles à arrêter une fois lancés dans une charge. En scrutant la brume, Hornsplita découvrit un spectacle bienvenu. Une armée entière de hommes en armure prête à être cognés et broyés sous les sabots des Oruks. Avec un cri de joie, le Krobos et ses gars se jetèrent sur les croisées de Guiran. Exaltation et détermination. La maréchale Toriane comprit rapidement que son armée risquait d'être réduite en poussière si elle ne réagissait pas vite. Hurlant à plein poumon, elle ordonna la formation de blocs défensifs autour de chariots de munitions et de chars à vapeur, faisant oublier leur fatigue à ses soldats par la force de sa volonté. Les premières lignes d'infanterie qui affrontèrent la charge de Hornsplita tentaient encore de prendre position lorsque plusieurs gueules qui crognent avaient pris de l'avance sur le reste des Oruks les frappèrent. Des éophores furent piétinés dans la boue ou projetés dans les airs au milieu du fracas du métal et des cris terrifiés. Les pavois volèrent en éclats, les canons furent tordus et arrachés à leur amarrage. Les bêtes porcines aplatissaient littéralement les éophores tandis que leurs cavaliers Oruks s'exclaffaient en se penchant pour fracasser des crânes et trancher des têtes. Sur chacun de ses flancs, un des gueules qui crognent portait une petite plateforme sur laquelle un Oruk était accroché par des chaînes pour pouvoir manier librement un énorme fendoir à deux mains. La bête et son équipage de peau verte fauchèrent une compagnie entière de fusillés, et malgré le terrifiant carnage provoqué par leur premier impact, les Oruks ne semblaient pas vouloir ralentir. La maréchale Toriane fut témoin du désastre et comprit que son ennemi ne saurait être arrêté par un mur de boucliers. Elle ordonna alors que les blocs de soldats pivotent face à l'avancée des mâches-fer et ouvrent des espaces entre les formations. Comprenant les intentions de la maréchale en voyant les lignes de bataille depuis les cieux, le chevalier Venator Tornus envoya ses prosécuteurs fondre sur les premiers gueules qui crognent pour les cribler de javelines et attirer les bêtes dans les canaux formés par les lignes de Toriane. Avec l'avant de la ruée divisé et l'impact de leur masse atténuée par la formation espacée des éophores, les extrémités des régiments des hommes-fer furent certes écrasées, mais la cavalerie Oruk ne piétina pas toute leur ligne de bataille comme elle en avait eu l'intention. Le Krobos Hornsplita vit les cibles de sa charge tenter de s'écarter. Il essaya donc
réorienter sa monture. Mais les gueules qui grognent sont connus pour être particulièrement agressifs une fois qu'ils ont repéré une proie. Fixés sur les prosécuteurs qui les avaient criblés de douloureuses échardes de métal, les gueules qui grognent foncèrent tandis que les fusiliers des guildes franches, désormais tournés vers les flancs de la cavalerie Uruk, saturèrent l'air de fumée et de projectiles de plomb. Même pris dans un tir croisé aussi redoutable, peu de gueules qui grognent et leurs cousins grogneurs périrent, car leur peau était épaisse et était en outre protégée par de grandes plaques de fer martelées. Mais le vacarme assourdissant des balles contre leur armure désorienta et enragea davantage les bêtes, les rendant impossibles à contrôler pour leurs cavaliers. Pendant ce temps, Tornus et ses prosécuteurs restaient hors de portée des animaux et tiraient leurs projectiles. Bientôt, Ansplita et la plupart de ses guerriers avaient largement dépassé les éophores en poursuivant les éternels de l'orage volant à basse altitude. Craignant que les imprévisibles Uruk fassent demi-tour, Thorian ordonna à ses troupes de rassembler leurs affaires et d'entamer une marche forcée. Son corps d'éclaireur avait repéré une masse imposante d'arbres de bois de fer à l'horizon. C'était le bois de Sombrécorce, une épaisse forêt antique et mortelle faisant l'objet de sinistres légendes en Verdia. Le trajet prévu de la croisade guiranite devait contourner Sombrécorce et longer son orée enténébrée jusqu'à Fort Gardus. Mais Thorian était consciente d'avoir eu de la chance que les Uruk aient suivi Tornus, et elle refusait le risque d'exposer sa colonne en terrain ouvert. Elle préférait braver la forêt en espérant que les contes macabres de son enfance ne soient rien de plus que des racontars saugrenus.